Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal pour une émission très politique aujourd'hui, mais pas uniquement. Voici les titres du JT. Les laboratoires d'analyse s'adaptent face au rebond de l'épidémie de Covid. Avec la durée de validité des tests réduite à 24 heures, la demande de tests est forte. Pour le moment, le variant Omicron n'a pas été détecté en Moselle-Est. Le 8e titre de champion de France de lutte, ce ne sera pas pour cette année. Sarreguemines s'est incliné 9-3 face à Sotteville-les-Rouen. Les lutteurs sarregueminois peuvent encore espérer une médaille d'argent. Pas de Noël sans Brédeleu. L'opération caritative a été renouvelée par le lycée Tessier à Bitche. Les élèves ont préparé des biscuits de Noël qui seront distribués aux bénéficiaires des Restos du Cœur. Le conseil municipal de Bitche a voté la vente de l'ancien foyer pour personnes âgées, les Lilas, à la société sarregueminoise Arbati. Brissauer projette d'y créer une trentaine de logements meublés. Au conseil communautaire de la CCPB, les modifications budgétaires du budget général et du budget des ordures ménagères ont suscité de vifs débats entre les élus du pays de Bitche. Et ces deux séances politiques, conseil municipal de Bitche et conseil communautaire de la CCPB, sont l'objet de ta chronique, David. Quel thème vas-tu aborder ? Oui Julia, pour Bitche, je vais revenir sur les subventions accordées aux associations de la ville. Et pour la Comcom du pays de Bitche, on va parler des modifications budgétaires qui ont créé beaucoup de tensions. Eh bien, tu vas nous détailler tout ça dans quelques minutes. Politique toujours, mais cette fois d'envergure nationale. Les élections présidentielles approchent et la course au parrainage bat son plein. On vous montrera les coulisses des fameuses 500 signatures et la réaction de 4 maires. L'actualité est particulièrement marquée par la pandémie de Covid. Aujourd'hui, focus sur les laboratoires. Ils sont mobilisés depuis le début de la crise sanitaire pour donner au plus vite les résultats des tests PCR. Comment s'organise-t-il et comment s'adapte-t-il face aux mesures gouvernementales? Les explications dans ce reportage de Florian Tonizzo. Dans ce laboratoire, les patients comme François sont plus nombreux à venir se faire tester depuis que le gouvernement a réduit la durée de validité des tests de 48 heures à 24 heures. La totalité des structures de ce groupe réalise près de 8000 tests par jour en Moselle, contre 3000 il y a quelques semaines. Grâce à ces 3 sites d'analyse, les délais pour leurs résultats ne dépassent pas les 24 heures. Ici, les effectifs de la première vague ont été maintenus pour faire face à toute reprise de l'épidémie. En fait, on a appris avec les premières vagues en 2020 effectivement à s'organiser, à organiser un flux de travail, à recruter, à garder aussi les gens qu'on a recrutés. On prend soin d'eux et en termes de rémunération, en termes de considération, ça c'est un aspect aussi que les laboratoires ont appris à développer. On a amélioré notre parc de matériel, on a constitué nos stocks, donc selon les périodes on a des stocks de 15 jours à 3 mois. Ces stocks sont entreposés dans cette pièces et sont pensés en amont, aussi bien pour les analyses que pour les tests. Car avec la pénurie de matières premières comme le plastique, il faut tout anticiper. C'est dans les matériels de prélèvement, donc tubes et écouvillons, où là on peut avoir des tensions. Donc il faut aller voir en permanence des marchés, des fournisseurs, parce qu'on peut avoir de mauvaises surprises. Pour l'instant, non, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture, mais il y a une vigilance hebdomadaire. Les analyses se font en 2 parties, l'extraction et l'amplification. Et en cas de flux important comme pendant cette 5e vague, ce laboratoire sait s'adapter. Les laboratoires qui ont pu prévoir en fait ce type de rush ne sont pas surpris et restent dans les temps, sauf évidemment cas particuliers. On peut passer du travail en journée à un travail 24/24, 7/7 pour répondre aux demandes de nos patients et des gens qui nous font confiance. Pour l'instant, pas de traces du variant Omicron dans ce laboratoire qui parvient à gérer correctement cette 5e vague, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les laboratoires. Avec les dernières mesures gouvernementales, ces structures d'analyse médicale espèrent pouvoir ralentir le rythme avant les fêtes de Noël. Contactée par téléphone, la biologiste responsable du secteur géographique Espace Bio de Moselle-Est a évoqué une certaine lassitude et un épuisement des équipes qui malgré tout s'adaptent au jour le jour. Dans les labos Espace Bio de Moselle, le taux de positivité est de 9,11%. Ils ont gardé le même rythme de séquençage que lors des autres vagues épidémiques et ils sont tenus d'envoyer toutes les recherches de criblage à charge virale élevée, donc suspicion Omicron, à une autre plateforme. Le constat de Sarah Schillinger, c'est que le nombre de tests positifs dépasse parfois le niveau des autres vagues, mais pas de variant Omicron décelé à ce jour en Moselle-Est. 2 cas avérés en revanche récemment en Alsace.
Côté sport, une défaite porteuse d'espoir, diminuée par des absences. Les lutteurs sarregueminois savaient qu'ils avaient peu de chances de l'emporter contre Sotteville-lès-Rouen. L'issue de la rencontre a confirmé ce pressentiment, mais plusieurs lutteurs sarregueminois ont réalisé de très belles performances. Résumé de la rencontre dans ce reportage d'Uranie Tozic et Guillaume Dumonteil. Fin de la rencontre. 9 victoires à 3 pour Sotteville-lès-Rouen en bleu qui affrontait Sarreguemines en rouge à l'occasion de l'avant-dernière journée du championnat de France de lutte. Le score final peut paraître sévère, mais les faïenciers ont fait quasiment jeu égal avec leurs adversaires normands à l'issue des premiers combats. On n'est pas loin, la première mi-temps, on peut terminer sur un 3-3, un 4-2 pour nous. Mais voilà, c'est le sport et Sotteville, après, a déroulé et aller chercher la victoire. Champion de France en titre, les lutteurs sarregueminois avaient peu d'espoir de l'emporter hier soir. L'équipe se présentait en effet amoindrie en raison de plusieurs absences. Néanmoins, les combattants alignés ont fait preuve d'une très belle attitude, de quoi réjouir leur entraîneur malgré cette défaite. Je suis fier d'eux parce qu'ils ont montré un super visage et je leur avais demandé, je leur ai dit écoutez les gars, on sait qu'ils sont au-dessus de nous, mais je vous demande juste une chose, allez au bout, battez-vous, faites le maximum. Et je suis fier d'eux parce qu'ils ont tout donné. Au rayon des satisfactions toujours, les superbes performances réalisées par deux jeunes du club, Yanis Nifri et Marwan Nieza. Le dernier cité a tout simplement battu le champion du monde. Yanis a lui aussi vaincu un solide combattant. C'était un gros match, le très bon adversaire en face que j'avais déjà perdu auparavant. Et là, une victoire en plus à domicile, donc ça fait du bien, énormément de bien. Tous ces sourires, toutes ces belles performances réalisées permettent de relativiser cette défaite logique contre Sotteville-lès-Rouen, compte tenu toujours des absences à déplorer pour cette rencontre au sommet. Le titre de champion de France est désormais hors de portée cette année pour l'AS Sarreguemines Lutte. Une autre rencontre difficile attend les protégés d'Éric Cirque. Ce week-end, ils iront en Alsace avec la ferme intention de battre Schiltigheim pour terminer le championnat de France à la 2e place. Et on leur souhaite bien sûr de décrocher cette médaille d'argent. Attention, information aux usagers de la forêt du Bourrols à Sarreguemines. Des battues de chasse vont avoir lieu demain, vendredi 17 décembre, de 7 à 13 h. Par mesure de sécurité, l'accès à la forêt sera interdit durant ce laps de temps. Des panneaux seront mis en place par la municipalité et cela vaut aussi bien pour les piétons que pour les cyclistes et automobilistes. Alors, au lieu de vous promener en forêt, vous pourrez en profiter pour faire des biscuits de Noël. À Bitche, ils n'ont pas attendu. Le lycée Tessier a relancé son opération Pas de Noël sans Brédeleu. L'année dernière, cette action avait eu un énorme succès. Ce mois-ci, plusieurs centaines de paquets de biscuits ont été réalisés par les élèves pour les Restos du Cœur de Bitche. Les petits gâteaux ont été récupérés cette semaine par les bénévoles. Reportage de Thibaut Desmerlet. Plus de 341 paquets de biscuits rassemblés, voici le résultat de la 2e édition de l'opération Pas de Noël sans Brédeleu du lycée Tessier. Tous ces petits gâteaux sont destinés aux Restos du Cœur de Bitche, venus les récupérer. Cette action est menée par le conseil de vie lycéenne, dont fait partie Cyrielle. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée pour déjà aider les gens qui sont un peu dans le besoin. Et puis même à la maison, ça apporte un peu d'ambiance et ça met dans l'ambiance de Noël, donc c'était un tout. Les biscuits ont été fabriqués par les lycéens. Les sachets ont été fournis par l'établissement. Les élèves du collège Kiefer ont aussi participé en fabriquant 30 paquets de gâteaux et en faisant don de chocolat. C'est une action de solidarité qui est toujours très appréciée et surtout de voir que des élèves qu'on pourrait penser à milieu de ces problèmes se mobilisent pour faire une belle action. Ce type d'initiative, le lycée Tessier a pris l'habitude d'en organiser. Ça fait partie de leur apprentissage, je trouve, dans leur cursus scolaire, de faire des actions de solidarité, de se rappeler qu'ils sont à l'école, mais qu'ils ont aussi d'autres choses à apprendre en tant que citoyens. Grâce à cette mobilisation, les Restos du Cœur vont pouvoir gâter les familles la semaine prochaine. Des élèves généreux qui méritent en retour d'être gâtés par le Père Noël. Il est en pleine préparation des cadeaux pour tous les enfants qui ont été bien sages cette année. Et s'ils n'ont pas encore envoyé leur liste, ils peuvent venir lui remettre en main propre à Sarreguemines. Le Père Noël est présent dans son chalet Place du Marché jusqu'au 24 décembre. Les mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 18h30 et les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 19h. À noter que les horaires changent pour le réveillon de Noël. Il accueillera les enfants le 24 décembre
septembre de 10h à midi et de 14h à 16h avant de partir pour sa longue tournée de distribution. Pour le moment, c'est l'heure de la chronique politique de David. Le dernier conseil municipal de l'année à Bitche, c'était mardi soir. Qu'est-ce que tu en retiens, David ? Plusieurs choses, modification du tableau des effectifs, gestion des élèves des écoles maternelles et élémentaires, accompagnement des associations de la ville, retour en images sur les points à l'ordre du jour dans ce résumé. Regardez. Mardi soir à Bitche, la municipalité s'est réunie en mairie pour le dernier conseil municipal de l'année. 1h15 de réunion pour traiter les 30 points à l'ordre du jour. Du côté du personnel municipal, de nouveaux postes vont être créés. Dans la filière sportive, la ville recrute des animateurs, éducateurs. Ils seront affectés au futur service communication, événements, manifestations. L'objectif, faire le lien entre la municipalité, les associations et les écoles. 2 postes d'agents administratifs ont également été créés pour la Citadelle et le Jardin pour la Paix. Et on note le départ de Mathieu Muller en tant que directeur général des services. Affaires scolaires, Bitche accueille actuellement 14 élèves issus de 10 communes extérieures. Conformément au code de l'éducation, la ville demande aux communes concernées une participation aux frais de scolarisation de ces enfants, soit un total de 11 315 €. La saison 2021 achevée, la Citadelle et le Jardin pour la Paix rouvriront respectivement leurs portes le 13 mars et le 24 avril. La ville a également adhéré à l'association Parcs et Jardins d'Alsace pour offrir plus de visibilité au site. Ce conseil était aussi l'occasion de renouveler toutes les conventions mises en place avec les associations pour la mise à disposition des infrastructures de la ville. Autre point évoqué, les attributions de subventions aux associations et la vente de l'ancienne résidence Les Lilas. Un mot pour qualifier ce conseil municipal, consensuel. 30 points étaient à l'ordre du jour, ils ont tous été adoptés à l'unanimité, il n'y a eu aucune contestation. On sent qu'on arrive à la fin de l'année, Julia, mais il faut dire que peu de points étaient sujets à débat. Alors du coup, desquels veux-tu nous parler maintenant ? Le premier, celui des subventions aux associations. La commune a mis en place un règlement d'attribution de ces subventions. L'objectif, c'est apporter de la transparence et de l'équité dans les modes d'attribution. Et il y a 4 types de subventions au total. Lesquelles ? La première, la subvention de soutien ou d'aide au démarrage, elle est de 750 € cette année, toute association confondue. Ensuite, la subvention de fonctionnement de base, une enveloppe de 15 000 € répartie entre les associations en fonction du nombre de membres et des charges de fonctionnement. La subvention d'équilibre financier pour les associations qui présentent un résultat déficitaire, elle est de 3 000 € cette année. Et la subvention de projet pour les événements, manifestations. La ville participe à hauteur de 50% du montant de projet, soit 7 700 € cette année. Et comment les associations peuvent-elles toucher ces subventions ? Il faut déposer un dossier en mairie avec tous les justificatifs nécessaires. Actuellement, le délai est passé. Dans le règlement, les associations s'engagent à utiliser l'argent dans le but établi. Attention, la municipalité veille au grain. Alain Schmitt, adjoint au maire, on a également profité pour faire le point sur la situation des associations bitchoises. On l'écoute. De 2020 à 2021, le nombre de membres baisse de 18%. Ce que les associations nous ont essentiellement dit, c'est qu'à travers cette succession de périodes de confinement et de déconfinement, c'est surtout la population jeune, adolescente, de 14 à 18 ans qui a décroché, qui n'est plus revenu. Ça, c'est le facteur préoccupant qui inquiète l'ensemble des dirigeants associatifs parce que cette tranche d'âge-là, de 14 à 18 ans, et c'est encore constaté pour la saison 2021-2022, il va être très difficile de la faire revenir dans les associations. Autre information plus positive, le 16e bataillon de chasseurs à pied est sur le point de créer un club de rugby. La ville leur a attribué une subvention de 300 € pour l'acquisition et le flocage des maillots. Et y a-t-il un autre point dont tu voulais parler ? Oui, la vente de l'ancien foyer pour personnes âgées, les Lilas. Lors du dernier conseil municipal, la résidence a été déclassée du domaine public vers le domaine privé pour pouvoir être vendue. L'immeuble est vacant et la direction départementale des finances publiques a évalué l'ensemble immobilier à 450 000 €. Et la ville a-t-elle trouvé un acquéreur à ce prix ? Oui, la société Arbati installée à Sarreguemines, elle est dirigée par Brissauer. La société propose de l'acheter au prix établi, 450 000 € net vendeur. Le projet consiste en une réhabilitation complète du bâtiment avec la création d'une trentaine de logements meublés, des logements destinés aux seniors, aux étudiants, aux travailleurs détachés et aux stagiaires. Un concierge sera mis en place pour la gestion de ces logements. L'objectif pour la municipalité, Julia, c'est bien sûr d'élargir l'offre locative sur la ville et accueillir de nouveaux habitants. Le conseil a donné suite
à l'unanimité. L'ensemble de l'immobilier sera donc vendu prochainement. Et est-ce que tu voulais aborder un autre point de ce conseil municipal ? Pas le conseil municipal, en revanche, on va parler du conseil communautaire de la Comcom du Pays de Bitche. La séance s'est tenue hier soir. Les finances locales étaient au cœur des débats. Tableau des effectifs, signature de marché et santé étaient aussi à l'ordre du jour. Voici le résumé en images. C'est le premier conseil communautaire du Pays de Bitche qui se tient au siège de la collectivité depuis le début de la crise sanitaire. Hier soir, les élus étaient nombreux pour aborder les 21 points à l'ordre du jour. Parmi eux, une mise à jour du tableau des effectifs. 8 postes supplémentaires ont été créés au CIAV, dont 5 à temps complet. L'objectif, répondre à l'augmentation temporaire de travail, assurer la gestion du site et anticiper la réouverture du musée du Verre. 4 postes ont également été créés à la direction technique et ordures ménagères, notamment un ingénieur pour développer la mobilité sur le territoire à travers les pistes cyclables. Plusieurs marchés ont été signés par le président Suc pour entamer des travaux au Moulin d'Eschviller et son auberge attenante. Du gros œuvre à l'isolation, le montant total avoisine les 1 600 000 €. Côté santé, le département de la Moselle a accordé une contribution financière au territoire pour le déploiement de la télémédecine au sein des structures médico-sociales comme les EHPAD. Une contribution qui s'élève à 50 000 € pour les frais de fonctionnement et 36 000 € pour les dépenses d'investissement. La séance a duré plus de 4 heures. 2 points ont suscité un vif débat, la modification du budget général et celui des ordures ménagères. Et on commence par la modification du budget général. C'est une ligne de ce tableau qui a lancé le débat. Dans les dépenses d'investissement, une augmentation de 103 000 € pour une étude sur l'exercice des compétences. Quelles compétences, Julia? L'assainissement, l'eau potable et la gestion des eaux pluviales. Au Pays de Bitche, ces tâches ont été confiées au SDEA et selon les communes à des régies locales. Aujourd'hui, c'est un dossier sensible. Le sujet est abordé de manière récurrente lors des conseils. La question qui se pose, c'est le Pays de Bitche va-t-il continuer à travailler avec le SDEA? Et pourquoi cette étude? Très bonne question, Julia. L'objectif pour la collectivité, c'est avoir davantage de recul sur les dossiers et se structurer. L'étude devrait permettre de comprendre et justifier les tarifs assumés par le contribuable. C'est un point qui a été évoqué lors du dernier conseil communautaire au mois d'octobre. Pour cette étude, le président Suc a signé un marché avec la société Jean-Raphaël Baird à hauteur de 153 000 €. Marcel Vogel, maire d'Ormersviller, est revenu sur ce point. Il reproche au président d'avoir pris une décision pour laquelle il n'avait pas de délégation. On l'écoute. Nous constatons que vous n'avez pas respecté les prescriptions de vos délégations, Président. Alors je m'adresse à tous les maires qui sont ici présents et qu'ils imaginent un instant que dans votre commune, vous signez un marché, une étude, un devis de 153 000 €. Vous n'avez ni la délégation, ni de délibération et pas d'inscription au budget. Tous les élus communautaires, vous avez accordé leur confiance le 15 juillet 2020 pour les délégations au président. Aujourd'hui, cette confiance qui était accordée, vous étiez accordée, je considère qu'elle a été trahie. La signature de ce marché, et je voudrais le partager à tout le monde pour que tout le monde le sache, fait actuellement l'objet d'une vérification par l'autorité et le représentant de l'État dans le cadre du contrôle de légalité. Lorsque vous faites ce genre d'accusation, je crois que la moindre des choses, c'est de pouvoir s'assurer de l'ensemble des éléments que vous mettez en avant. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer à ne pas respecter le droit, ni l'entièreté de la confiance qui m'est donnée, ni le cadre réglementaire qui s'impose à tous. Vous omettez juste d'évoquer qu'une étude, c'est plusieurs phases. Vous omettez juste d'expliquer que naturellement, pour l'instant, il n'y a que la première phase qui a été lancée. Vous omettez juste d'expliquer que naturellement, les crédits sont inscrits au budget à hauteur de 30 000 €. Votre président, il n'a rien engagé plus que 30 000 € pour la première phase. Cette première phase concerne uniquement la compétence assainissement. Le président Suc a rajouté que cette étude pourrait être subventionnée par l'agence de l'eau à hauteur de 70%. Affaire à suivre. Christian Schwalbard, maire de Valsbonne, reproche un manque de communication et d'implication des élus dans les décisions qui sont prises. Ce qui ne me convient pas, c'est que des choses sont décidées sans les élus. On peut très bien avoir une conférence des maires où les grandes orientations de notre territoire sont discutées, sont validées sur le principe,
et ensuite nous délibérons en assemblée. La conférence des maires, par rapport à ce que j'ai entendu, a vocation à être consultée à chaque fois où l'on évoque non pas la mise en œuvre des politiques communautaires, mais la mise en œuvre d'une politique de territoire qui sous-entendrait un engagement fort des communes, voire des transferts de compétences. La conférence des maires a toute sa place. Et vous savez que la conférence des maires a déjà été réunie. Le maire de Montbronne, Manuel Mayer, a également pris la parole pour rappeler que la compétence eau potable relève des communes et non pas de la collectivité. Pour David Suc, cette étude permettrait d'anticiper et de préparer le terrain si jamais il récupère la compétence. Et alors au final, quel est le résultat du vote ? Les élus ont passé une bonne heure sur ce point. La modification budgétaire a été fortement contestée. Sur 64 votants, il y avait 22 voix contre et 4 abstentions. Et il y a un second point dont tu voulais nous parler à propos de ce conseil communautaire. Oui, on reste dans les finances, Julia. Il s'agit de la modification du budget des ordures ménagères. Pour rappel, ça a déjà été modifié lors du dernier conseil. À l'époque, ça concernait l'achat de bacs poubelles pour pallier à la disparition des sacs oranges dans le tri multiflux. L'objectif pour la Comcom du Pays de Bitche, c'est de maintenir un service de porte-à-porte et éviter aux contribuables de se déplacer jusqu'à des bornes d'apport volontaires pour jeter ces recyclables, comme on le fait pour le verre. Alors de quoi s'agissait-il cette fois-ci ? Alors après le sac orange, la Comcom s'attaque au sac vert. C'est un emprunt de 110 000 € qui a été contracté pour acheter des composteurs. La différence, c'est que le sac vert ne disparaîtra pas immédiatement. Les habitants auront le choix d'utiliser soit le composteur, soit le sac vert. L'objectif, c'est réduire le nombre de sacs verts pour limiter le coût de traitement des déchets. Éric Emert, maire de Rimelin, reproche au président une décision précipitée. On l'écoute. Moi, je regrette sincèrement que pour les acquisitions de conteneurs, ce n'était pas une urgence, je l'ai déjà dit à la commission des finances. On le compense également par un emprunt et pas par des subventions. Nous sommes à 15 jours de la clôture du budget du compte administratif. Pourquoi encore faire cette décision budgétaire ? La première difficulté, c'est de pouvoir essayer d'avoir une capacité à réduire les coûts de traitement et les coûts de fonctionnement du SIDEM. Moi, je pense que chaque jour qu'on attend va nous coûter plus cher. Le SIDEM, d'année en année, augmente les contributions. Il a été validé au SIDEM il y a 6 mois, je parle sous contrôle de celles et ceux qui représentent la communauté de communes au SIDEM. Il était prévu une augmentation de la contribution forfaitaire de 4,50 €. 3 mois après, on passe à 5 €. On fait 35 000 habitants fois 5 €, vous voyez de combien cela a augmenté. Et c'est tous les ans. Christian Schwalbard, maire de Valsbronn, et Guy Hammer, maire de Mouterouz, ont tous deux reproché au président à nouveau un manque de communication. Ils remettent en cause le mode opératoire du bureau parce qu'il découvre souvent ces informations dans la presse. David Suc a répondu en disant qu'à l'avenir, il s'engage à mettre au vote les orientations budgétaires lorsque les diagnostics auront été établis par les bureaux d'études. Et comment s'est achevé ce point ? Il a duré à peu près 45 minutes. La prochaine étape, ça consiste à décider si ces composteurs seront donnés ou vendus aux habitants. Ils ne sont pas imposés. Ce point a aussi relancé la question du SIDEM. Le Pays de Bitche va-t-il en sortir et quand ? Le coût est estimé à plus de 5 millions d'euros. Et la modification de ce budget a donc été soumise au vote. Julia, il y avait 18 voix contre et 3 abstentions. Eh bien, merci beaucoup David pour toutes ces explications. Dans un instant, on s'intéresse à la politique nationale avec la chasse aux 500 signatures pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Ça sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, Noël se rapproche chaque jour un peu plus et aujourd'hui on va ouvrir la 16e case du calendrier et on va parler de l'évolution des jouets. Les tout premiers jouets datent de l'Antiquité et peut-être même de la préhistoire. Mais c'est au Moyen-Âge que l'artisanat du jouet se développe réellement. Il s'agit avant tout de jouets en bois, de poupées ou de dinettes en terre cuite. Et ils évoluent ensuite suivant l'industrialisation. À partir du 19e siècle, ils sont fabriqués dans les usines avec de nouveaux matériaux. Mais c'est en 1950, avec l'arrivée du plastique, que l'industrie du jouet prend un tournant majeur. Et enfin, au début du 21e siècle, avec l'apparition des nouvelles technologies, les jeux vidéo font leur entrée dans le monde du jouet, jusqu'à devenir les jouets que l'on va retrouver cette année sous le sapin.
Et en parlant d'évolution, on en retrouve également du côté de la météo. En matinée, le ciel sera toujours très gris, mais va finir par se découvrir petit à petit pour laisser place à de belles éclaircies. Les températures minimales iront de 1 à 4 degrés et les maximales de 6 à 9 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Gaël et il fera jour de 8h20 à 16h34. Passez tous une belle journée et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Vivez un Noël aux couleurs de l'Italie avec Italia del Gusto. Toutes les meilleures spécialités italiennes à offrir ou savourer. Italia del Gusto, 2 rue des Généraux Crémer à Sarreguemines. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connexion vous dépanne où que vous soyez. IP Connexion, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. Pour les fêtes de fin d'année, ne cherchez plus, le roi des vins est à Styrin-Wendel. Retrouvez un grand choix d'idées cadeaux, des alcools, des spiritueux et plus de 3500 références de vins. Et juste à côté, découvrez votre toute nouvelle chocolaterie Jacques Bockel. Création chocolatée d'exception et gourmandise pour tous les goûts. Le roi des vins à Styrin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Venez découvrir la 3e édition du marché de Noël fermier les 18 et 19 décembre sur le parking de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Un grand rendez-vous sous le signe du terroir et des circuits courts. De nombreux exposants et producteurs locaux vous proposeront leurs produits de saison idéal pour les fêtes de fin d'année. Port du masque obligatoire. Un marché qui vous est proposé par la Chambre d'agriculture de la Moselle en partenariat avec la ville de Sarreguemines. Joyeux Noël! Torréfacteur de café depuis 1966, votre boutique Gürtner propose plus de 25 variétés de café en grains ou moulus, fraîchement torréfiés. Découvrez chez vous le meilleur de l'expresso grâce à nos cafetières et expresso broyeurs de Longwy. Dans nos boutiques, vous trouverez aussi de nombreuses idées cadeaux à offrir ou à s'offrir. Café Gürtner, offrez ce que vous aimeriez recevoir. En repas de famille ou en réunion, je ne comprends pas tous mes interlocuteurs. Il existe aujourd'hui des accessoires connectés à vos appareils auditifs, comme des microphones de table qui possèdent 8 micros et qui vont séparer toutes les paroles pour mieux comprendre tous ces interlocuteurs. Oui, très bien. Oui, tout à fait. Ça va, ma chérie? Continuons de prendre soin les uns des autres. Pour les fêtes, restons prudents. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Elle approche à grands pas l'élection présidentielle de 2022. Elle commence à prendre de plus en plus de place dans l'actualité, mais aussi dans l'agenda des maires dont le soutien est nécessaire lorsque l'on aspire à se présenter au présidentiel. Mosaïque Cristal est allée à la rencontre de maires de la région pour savoir comment ils vivent cette période un peu particulière à laquelle ne s'intéressent pas trop les citoyens. Pouvez-vous me donner la date des prochaines élections présidentielles ? Pas du tout. Alors là, je vous avoue que non. Alors en 2022, mais la date précise, je la connais pas. C'est au mois de mai. Avril. Avril, voilà. L'élection présidentielle de 2022 se tiendra les 10 et 24 avril. Mais comme vous avez pu vous en rendre compte, ces dates ne sont pas au cœur des préoccupations de tout un chacun. Et pourtant, l'échéance approche, les candidats sont à la recherche de leur parrainage afin de pouvoir se présenter. Nous avons rencontré 4 maires afin de découvrir leur manière de vivre ou survivre à cette période de démarchage intense. Voici leur témoignage. Direction Grunwiller pour commencer. Pour Jacques Sandras, cette année, les demandes se font un peu plus nombreuses que la fois dernière. Et certains candidats sont parfois insistants. Au niveau du courrier électronique, il n'y a rien de... Juste encore une fois une demande. Ah, encore une.
Donc la même réponse que d'habitude. Surtout que c'est la 4e fois qu'il l'envoie, lui. Nous avons pas mal de demandes. D'ailleurs, ça a commencé déjà il y a bien 3-4 mois. Nous avons eu quelques premières sollicitations. Et puis bien sûr, depuis quelques temps, ça se précise beaucoup plus. Ça peut se faire par courrier, avec le document à signer, ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire par des visites à mairie, et je dois même dire, même par visite au domicile, puisque pas plus tard que la semaine dernière, il y a quelqu'un qui a sonné à ma porte pour cette chose-là. Mais ma réponse est toujours la même. Nous avons été élus, et j'ai été élu maire, sur une liste apolitique, et donc de ce fait, je ne donne mon parrainage à personne. À Wölflin-les-Sarreguemines, à l'inverse, l'engagement politique du maire, Michael Weber, est connu de tous. Le nom du candidat ou la candidate qu'il proposera à l'élection présidentielle l'est aussi. En tant que premier secrétaire fédéral du Parti socialiste en Moselle, oui, j'irai parrainer Anne Hidalgo. Je ne peux pas être dans un appareil qui est le mien et puis dire finalement je vais parrainer quelqu'un d'autre. Donc ça, je ne le ferai pas. Mais au-delà de ça, je pense qu'il est important que chacun comprenne le sens du parrainage. Le parrainage, c'est de dire, moi en tant que maire, parce que je suis sur le terrain, je considère que telle ou telle personne a la capacité d'être président de la République. C'est ça la question qui est posée en quelque sorte. Malgré son engagement politique public, certains candidats tentent tout de même leur chance. J'ai eu jusqu'à présent une demande par téléphone, d'ailleurs assez curieuse, puisque c'était une représentante de Marine Le Pen qui m'a appelé, qui connaît très bien mon profil, donc j'ai trouvé que c'était assez cocasse comme demande, peut-être un peu de provocation aussi. À Épin aussi, le maire ne cache pas son engagement politique. Pourtant, comme en 2017, Jean-Louis Schütz parrainera un autre candidat que celui présenté par son parti. Le candidat de mon parti, il n'a pas besoin des 500 voix, c'est-à-dire de ma voix pour avoir les 500 voix. Par contre, ce candidat, il avait besoin, et je l'ai soutenu, donc pour avoir ces 500 voix. Ce candidat, c'est Jean Lassalle, dont il a fait la connaissance il y a plus de 30 ans dans des réunions d'élus en zone montagneuse. Le candidat originaire du sud-ouest de la France est désormais ici, presque comme à la maison. Oui, on fait aller. On fait aller, je vis encore, c'est ça. Tu me portes toujours chance, toi. Oui. Et si le maire d'Épin est déjà sûr de son parrainage, il n'en reste pas moins à l'écoute des autres candidats. Ce qui est important, c'est de connaître également, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux candidats cette fois-ci, et c'est important. Pour compléter ce panorama, direction Trois-Fontaines à côté de Sarrebourg. Il y a la partie Biberkirch ici, l'ancien village, qui a été fusionné avec Trois-Fontaines, et la partie industrielle de Valéristal. En 2017, Sébastien Horsperger a fait un choix singulier. J'avais parrainé le maire de Carré, donc M. Troadec, parce qu'il avait déjà, je suis contre les grandes régions. Il était aussi contre les grandes régions. Il avait un programme qui me plaisait plus ou moins, qui me collait un peu, que je suivais un peu. Mais bon, après, c'était aussi pour pouvoir essayer de lui donner qu'il ait ses 500 signatures. Bon, c'est pour ça qu'il ne s'est pas présenté, parce qu'il n'a pas eu assez de signatures. Ainsi, les maires peuvent aussi choisir de parrainer un candidat moins connu pour qu'il puisse avoir aussi la chance de défendre ses idées. Un système de présélection par les maires, députés et sénateurs que le maire de Trois-Fontaines ne trouve pas aberrant pour autant, même s'il n'exclut pas, cette fois-ci, de ne parrainer personne. Maintenant, ne pas le donner... pour moi, c'est bien et c'est pas bien, parce que d'un côté, j'empêche peut-être certains candidats de se présenter, mais de l'autre côté, comme je trouve pas mon bonheur, entre guillemets, voilà. Maintenant, je sais pas, c'est pas évident. Pour pouvoir se présenter, un candidat doit recueillir 500 parrainages issus de 30 départements. La campagne pour les présidentielles ne fait que commencer. On change radicalement d'univers. Sur TikTok, on voit beaucoup de danse. Alors nos lutins ont joué le jeu et ont repris une chorégraphie sur le thème de Noël. C'est parti. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing.
c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.